Bonjour. Le MAGE a consacré une exposition en 2000 à l'artiste Lazare Segal, et dans le sillage de cette exposition, Lucie City Ferreira a fait don hommage d'un ensemble d'œuvres du peintre, et c'est un ensemble extrêmement important, un des plus grands ensembles autour du peintre en Europe, et même, je crois, un des plus grands après le musée Lazare Segal à Sao Paulo. Donc on est extrêmement heureux d'avoir cet ensemble d'œuvres et de pouvoir le conserver ici au MAGE. Et donc aujourd'hui, on avait envie donc de vous proposer une conférence à deux voix, exceptionnellement, donc autour de Lazare Segal et de Lucie City Ferreira, qui ont une très longue une complicité artistique, intellectuelle. Et donc, vous l'aurez compris, Lucie Ferreira a beaucoup œuvré à faire connaître l'œuvre de Lazare Segal en France et également en Europe. Donc, pour vous parler de cette œuvre et de cette complicité, nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Neriane Teixeira de Macedo, qui est doctorante en histoire de l'art à l'Universidade Estadual de Campinas au Brésil, et Monica Reis-Ashpoon, qui est historienne et chercheuse au Centre de recherche sur le Brésil contemporain à l'EHESS, si je ne fais pas d'erreur. Donc je vous remercie de votre présence et je leur laisse tout de suite la parole. Merci à vous deux. Merci. Non, c'est con. Bonjour. Je commence par faire une introduction sur Lazare Segal. Si vous n'avez pas eu la chance de voir l'exposition qui a été faite ici en 2000, vous avez là l'image de la couverture du catalogue que vous avez, j'imagine, toujours l'occasion d'acheter à la librairie ici. Ça vaut la peine. Alors, Lazare Segal, il est né en 1891 à Vilna, à l'époque dans l'Empire russe, au sein d'une famille juive. Le petit garçon avec la flèche, c'est Louis, 6e de 8 enfants. Là, vous voyez la famille de sa maman. En 1906, il avait 15 ans. Il décide de voyager pour poursuivre une formation artistique déjà commencée l'année d'avant. Initialement, il a le projet de venir ici à Paris, comme tant d'autres au début du XXe siècle. Et il passe par Berlin et décide de rester. Il s'inscrit à l'école d'arts appliqués et ensuite à l'Académie de Beaux-Arts. Quelques années plus tard, en 1910, il se déplace, il s'installe à Dresde et il s'inscrit à nouveau à l'Académie de Beaux-Arts dans une ambiance qui était à l'époque dominée par l'impressionnisme, qui donne le ton de sa peinture de l'époque, comme vous pouvez voir dans ces images. Une nature morte juste avant la guerre, datée de juste avant la guerre, et Segal dans une pose, un petit pic des impressionnistes de l'époque, à l'air libre, en train de peindre, déjà au début de la guerre. En 1912, l'année où il a produit ses premiers tableaux à gauche, il fait son premier voyage au Brésil, où vivent déjà 2 de ses frères et une sœur, Luba, avec laquelle il était très lié. Le projet initial, c'était d'y rester avec sa sœur et ses 2 frères, mais à Sao Paulo, où il arrive, où habite sa sœur, il retrouve un milieu artistique vraiment très provincial, très timide, qui le déçoit. Donc il retourne à Dresde l'année d'après, en 1913. Segal a fait une conversion à l'expressionnisme vers la fin de la guerre, à une époque où le mouvement était déjà largement accepté par la scène artistique de Dresde, donc une reconversion tardive, d'abord par la gravure, comme dans les exemples que je vous montre ici, et qui font partie de la série La Douce, par laquelle il a illustré un conte homonyme de Dostoïevski, avec des images que vous voyez là, qui sont déjà très différentes du registre que vous avez vu avant. Donc en quelques années, là ça date de 1917-1918, la fin de la guerre, il a déjà une expression artistique très, très expressionniste. Mais aussi la peinture, un petit peu après, d'abord la gravure et ensuite la peinture,
comme vous voyez là, des tableaux très importants qui font qu'il est, après la guerre, après la Grande Guerre, déjà une reconnaissance artistique au niveau national en Allemagne, avec une palette très tirée vers les ocres, les terreux, les violets, les gris, dans des dégradés, malgré le fait que les figures sont très anguleuses, comme vous pouvez voir dans ces tableaux, qui sont des tableaux très importants de cette époque, fin de la guerre et juste après. Dans ces années-là, il s'est tenu informé sur la situation au Brésil et en particulier à São Paulo, grâce à une correspondance avec sa famille et en particulier sa sœur Luba, qu'il avait déjà reçue lors de son premier voyage. Et il savait que la ville de São Paulo était en train de changer très rapidement et très intensement, y compris pour ce qui est du monde des arts, avec la naissance du mouvement moderniste, des renouvellements artistiques qui étaient portés à l'époque par des jeunes artistes et écrivains. Et en Allemagne, en même temps où il vivait, il comptait donc sur cette reconnaissance importante de son œuvre, mais dans un contexte de crise très aiguë, juste après la guerre, et avec une xénophobie et un antisémitisme qui grandissaient. Il décide donc de repartir au Brésil, cette fois-là avec sa jeune épouse, Margaret Quack. Les deux partent en décembre 1923 et arrivent au Brésil au début de l'année suivante, donc Louis pour la deuxième fois. Mais maintenant, c'est un peintre mûr, comme vous pouvez voir, différent de celui qui avait été une douzaine d'années avant même, avec un autre bagage. Et il impressionne beaucoup les élites artistiques modernes, avides de cosmopolitisme et de modernité. Et donc, peu après son arrivée, en mars 1924, il expose déjà à São Paulo des œuvres comme celles que je viens de vous montrer, faites en Allemagne, dans cette période de l'immédiat après-guerre. Et il rencontre un succès à la fois par des réceptions critiques et des ventes. Donc là, vous voyez les tableaux Femmes enceintes et un autoportrait vraiment très marqué expressionniste. Et je vais vous montrer aussi une gravure, Souvenir de Vilna, là aussi, datée de juste après la guerre. Et là, dans ce deuxième voyage, son intention était opposée à celle du premier voyage. En 1913, il comptait s'installer à São Paulo, ayant ensuite changé d'avis. En 1923, il voulait seulement s'éloigner temporairement d'une Allemagne qui était dévorée par la crise, où il souffrait en fait les conséquences de l'épuisement du marché de l'art et il vivait dans une situation financière très difficile. Pourtant, en 1924, donc peu de mois après son arrivée, il se sépare de sa femme Margaret et l'année d'après, en 1925, il se marie avec Jenny Klabin, qui est la belle-sœur de sa sœur Luba. Ce qui a contribué donc de façon durable à son enracinement au Brésil. Il reste au Brésil, il reste à São Paulo, mais vous allez voir, avec une insatisfaction qui va durer longtemps, plusieurs décennies encore, quant à l'éloignement de l'Europe et quant au fait de vivre dans un milieu artistique et culturel qui est vu par lui comme étant encore périphérique. Donc il va démontrer cette insatisfaction assez souvent. En 1926, il revient en Allemagne temporairement. Il fait 2 expositions, une à Berlin et l'autre à Dresde. Et là, il change la focale. Au lieu de présenter les œuvres allemandes comme il avait fait dès son arrivée au Brésil, il va présenter en Allemagne, en 1926, la production de ce qu'il avait fait les premières années de son arrivée au Brésil. Et vous avez là des exemples qui montrent un changement radical dans son registre, dans son expression artistique. L'image à gauche, c'est une aquarelle, donc quelque chose qui a pu être fait
plus rapidement, une sorte de première vision du paysage local, comme si c'était une vue aérienne, vous voyez, comme une carte, avec ces carrés, plutôt rural qu'urbain, une sorte de vue générale, de première impression, et ce côté aquarelle donne aussi ce registre de première impression de quelque chose de rapide et de pas vraiment très, très définitif. Et peu de temps après, ces grands tableaux importants, Garçons avec les arts, où vient tout de suite une palette déjà beaucoup plus lumineuse, avec des couleurs franches, beaucoup plus contrastées, avec beaucoup moins de dégradés comme avant, où il se laisse peut-être dévorer par les tropiques, comme vous voyez là, tant par les motifs que par la couleur, que par la lumière. Et c'est ce type d'œuvre qui va présenter en Allemagne en 1926. Donc pour ceux qui en Allemagne connaissaient son travail d'avant, quelque chose de très différent. Ensuite, il retourne au Brésil, mais pour peu de temps. En 1928, il est déjà en Europe à nouveau, et cette fois-ci à Paris, un séjour qui a été peu étudié, où il essaye de se réintégrer dans le milieu artistique européen. Il loue un appartement à Montparnasse. Je vais vous montrer encore une image avant. Rencontre, qui est une image que j'aime beaucoup, où il se portraiture lui-même avec sa nouvelle femme, Jenny Klabing, et il se fait lui-même dans temps noir, Louis l'étranger qui arrive au Brésil et qui se fait donc en contraste avec sa jeune Prométhée. Oui, voilà. Et ici, donc, en continuaison, son appartement à Paris, où, de façon significative, il apporte avec lui cette sculpture africaine qu'il avait apportée au Brésil dès l'Allemagne et qui va l'accompagner au long de sa vie, et vous allez voir que c'est très important pour lui. Et là, il essaye de se réintégrer au milieu artistique européen, en France cette fois-ci, avec sa nouvelle femme. Il loue cet appartement dans le quartier fréquenté par les artistes de l'école de Paris, à Montparnasse. Il fait des travaux très importants qui montrent qu'il avait une intention de longue durée, y compris, il installe son atelier en duplex, l'appartement en bas et l'atelier en haut. Et il vit maintenant dans une situation financière très favorable, puisqu'il s'est marié avec quelqu'un d'une famille bourgeoise très riche, de juifs immigrés d'une région proche de la sienne, d'une origine très proche, mais qui était arrivé au Brésil à la fin du 19e et qui étaient déjà des industriels dans le domaine du papier. Donc sa situation financière a beaucoup changé et contraste avec les limites matérielles qui étaient très fortes dans les dernières années en Allemagne avant son immigration au Brésil. Donc ce deuxième voyage au Brésil, en 1924, suivi de son mariage et de son installation à São Paulo, était aussi un voyage vers le haut dans la hiérarchie sociale grâce à ce mariage. Il se retrouve dans une situation sociale beaucoup plus favorable et qui a largement favorisé son travail de peintre. À Paris, dans cet effort d'intégration, il va explorer en particulier des réseaux de connaissances de ses nouveaux amis brésiliens, des artistes brésiliens qui étaient habitués de Paris, en particulier Tarsila do Amaral, dont on a eu récemment une exposition au Musée du Luxembourg à Paris, qui était très ami de Blaise Cendrars, que Segal va contacter de sa part à Paris, et du galériste et marchand Léonce Rosenberg, qui était aussi ami de ses nouveaux amis modernistes brésiliens. Malgré tout, cette tentative de retour en Europe sera marquée par un échec. Il semble que cette intégration au milieu artistique n'a pas correspondu à ses expectatives, et les liens familiaux de sa femme, Jenny Klabing, ont parlé plus fort, et il retourne au Brésil en 1932, après 4 ans d'absence. Et à partir de là, Segal ne retournera plus en Europe, et il sera très vite oublié en Allemagne, où 10 de ses œuvres feront partie en 1937 de l'exposition d'art dégénéré à Munich. Cela dit, la période passée à Paris a produit ses fruits. En 1931, il expose dans la galerie Vignon,
Et le critique d'art Valdemar Georges, qui était un amateur, un spécialiste de l'art russe, écrit une belle monographie très élogieuse sur les tableaux justement de la phase brésilienne de Segal, cette première phase brésilienne que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour lesquels il abandonne, comme vous avez vu, la palette qui jouait sur des tons d'ocre, des gris, des violets, à la faveur de ces couleurs franches, de ces contrastes, de la luminosité tropicale. Et les motifs changent aussi avec l'introduction en profusion de la végétation tropicale et des personnages noirs qui vont être les protagonistes de bonne partie de son œuvre de l'époque. Au Brésil, on était sorti depuis peu de temps de l'esclavage. L'abolition date de 1888 et le sujet était encore tabou. Tarsila do Amaral va peindre la négresse en 1923 à Paris. C'est un cas isolé et elle a dû, pour le faire, vivre l'expérience de l'éloignement du Brésil grâce à son voyage de formation à Paris et le contact avec les avant-gardes européennes qui avaient cette expectative du primitif. Cela lui a permis de reprendre ses souvenirs de l'enfance passée à la ferme en compagnie d'anciens esclaves qui l'ont inspiré pour ce tableau. Segal, c'est différent, il avait un autre bagage. La représentation des visages et des corps africains lui était familier grâce à la valorisation de l'art africain en Allemagne au début du XXe siècle. Il avait un vrai intérêt par les statuaires africaines. Vous avez vu, il en avait une avec lui qui portait partout. Et cette statuaire était présente aussi dans les collections des musées allemands qu'il a pu visiter avant son départ pour le Brésil. Donc beaucoup de ces tableaux et des gravures de l'époque ont des visages des personnages noirs qui nous rappellent ces représentations africaines. Comme vous voyez là, les visages sont très marqués par le masque de la statuaire africaine, y compris dans l'image de droite, le miroir de la jeune femme. Ce sont des images à gauche du carnaval, des Rio, et à droite, la rue du Mangue, c'était la rue de la prostitution la plus populaire des Rio. Segal avait fait toute une série de gravures de cette rue. De plus, dès son arrivée au Brésil, il a été introduit au cercle des familles des élites locales, surtout après son mariage avec Jenny Clabin. Et grâce à ces relations, il a fréquenté le monde de la grande propriété rurale, de la latifondière, et il a vu alors les Noirs, les anciens esclaves et leurs descendants, qui sont devenus des modèles vifs et sont entrés dans sa peinture, s'ajoutant à ces filtres qui existaient déjà de son bagage européen, de la statuaire africaine. Et à partir de là, on va pouvoir remarquer dans son travail la présence donc, des modèles vifs, mais toujours cette présence de la statuaire africaine qui fait un filtre pour son regard sur le personnage qu'il est en train de peindre ou de dessiner. Là, vous voyez un tableau très important de Louis qui était fait grâce à un modèle vif, un ancien esclave qu'il a rencontré dans la ferme où il a passé son voyage de noces, invité par une famille connue de sa femme. Et donc, vous voyez, c'est un visage qui a été peint grâce à un modèle vif, mais vous voyez que le tronc est très rigide, comme si c'était le socle d'une sculpture. Donc, la présence de cet imaginaire européen restera toujours vif dans son expression. Et son enthousiasme pour l'exotique va diminuer graduellement à partir de la fin des années 20, surtout pendant son séjour à Paris. La palette va s'adoucir, va devenir moins contrastante, y compris pour traiter des motifs brésiliens, comme vous voyez ici. Il récupère les gris, les terreaux, les violets, les couleurs d'avant. Mais les motifs vont changer aussi. Après son retour de Paris, commence la période qu'on appelle des collines des Campos du Jordão, qui était un lieu de villégiature sophistiqué, fréquenté par les élites locales, au climat sec, bois des conifères, qui a été découvert par Segal en 1935. Donc vous voyez un changement vraiment très, très important de sa peinture. Il tombe amoureux de ces paysages, au relief arrondi, peuplé des troupeaux, qu'il stylisera plus tard. Donc
Donc là, vous voyez à nouveau, avec les couleurs qui rappellent sa peinture allemande, mais beaucoup plus paisible, beaucoup moins expressionniste, mais en même temps, il va styliser après, là, déjà à la veille de sa mort. La végétation tropicale des premières années remplacée par celle-ci, également brésilienne, mais beaucoup moins typique, on peut dire. Et s'il ne voyage plus, il le fera dorénavant avec ses pinceaux. Depuis 1927, avant son départ à Paris, il commence cette série de gravures émigrants, dont ces exemples font partie de la collection du Mage. Vous pouvez les voir ici. Et ce qui va aboutir avec l'immense triptyque Bateau d'immigrés, pour lequel il a pris 3 ans pour le peindre. Là, vous voyez en détail du tableau. L'océan gris qui menace et qui renforce la solitude et la petitesse de ses passagers, mais qui est survolé. Je ne sais pas si on arrive à voir ici, mais il y a des colombes qui sont porteuses d'espoir, qui survolent le bateau. Et là, vous voyez Louis devant son grand triptyque qui est très important. Il ne se déplace pas, mais en 1938, il représente officiellement le Brésil au Congrès international d'artistes indépendants à Paris, et la galerie Renault École fait à nouveau une exposition individuelle de Louis. Et là, l'historien et critique Paul Fierens, qui avait déjà préfacé le catalogue de sa première exposition parisienne, écrit une monographie sur Louis. À partir du milieu des années 30, quand les paysages de Campos do Jordão ont définitivement remplacé le motif de l'exotisme, Segal se tourne vers l'Europe et reprend des thématiques sociales, notamment celles liées au destin des Juifs, avec des tableaux comme celui-là, Pogrom, avec de nouveau une colombe, je ne sais pas si vous la voyez là, c'est le seul être vivant du tableau, une colombe blanche sur le corps. Le tableau qui viennent de ses cahiers Vision de la guerre et des thématiques sociales qui vont aussi toucher des sujets brésiliens, comme celui-là, déjà des années 50 et déjà beaucoup plus géométrique, allant vers l'abstraction. À partir de 1948, son ami et biographe, le marchand d'origine italienne Pietro Maria Bardi, qui vit au Brésil, a essayé de replacer son œuvre dans le vieux continent et organise 2 grandes expositions, dans la 29e Biennale de Venise en 1958 et au Musée national d'art moderne à Paris en 1959. Mais Segal est décédé en 1957 et ne les a pas vus. Je termine avec 2 portraits de Louis, des autoportraits de Louis, en guise de synthèse de ce parcours que je viens de dessiner très rapidement. C'est lui de 1927, juste avant son départ à Paris, où il se représente comme un Russe, avec ce col élevé, son regard marqué par l'expressionnisme. Et c'est lui, 3 ans après, à Paris, où il essaye de s'intégrer en faisant valoir son rapport de plus proche avec ce qu'on appelait les primitifs, et donc sa capacité de peindre des motifs qui étaient très demandés par les avant-gardes européennes. Et là, il se peint en noir et en brésilien. Voilà, je vous remercie. Mais là, aussi. Mais là. On peut rester sur une même place. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir être ici et partager quelques réflexions au sujet de Lucy City Ferreira. Avant de commencer, je tiens à remercier à toute l'équipe du Mage qui m'a permis d'être ici et à continuer mes recherches, à la Fondation de support pour la recherche de Sao Paulo, qui a financé ma période de recherche ici à Paris et aussi ma participation dans ce cycle de conférences. Merci. Je tiens à remercier aussi Monica Ispon, ma directrice ici en France, et ainsi que mon directeur au Brésil, Gabriel Zacarias. Bon, sans plus, on va se pencher sur notre sujet principal, alors le parcours de Lucy City Ferreira. Le 17 février 1991, le journal brésilien Folha de São Paulo a publié l'article suivant.
Segal n'a jamais touché à une de mes peintures, dit la modèle. Cet article portait sur une controverse liée à l'attribution erronée d'œuvres de Lazare Segal. À cette époque, on célébrait le centenaire de l'artiste lituanien et l'on mettait en lumière une collection de plus de 80 œuvres prétendument inédites dont la création était revendiquée par une artiste relativement peu connue, Lucy City Ferreira. Le reportage représentait des extraits d'une interview de l'artiste qualifiée de modèle, dans laquelle elle déclarait que, tandis qu'elle vendait des aquarelles pour 2 ou 3 000 $, elle savait que certaines d'entre elles étaient revendues comme des œuvres de Segal pour environ 35 000 $. Bien que ces déclarations viennent renforcer sa position de créatrice, le contenu de l'article contraste avec la construction visuelle du reportage. Le titre est accompagné d'une photographie de Hildegard Rosenthal, photographe allemande installée au Brésil. Sur cette photographie, City Ferreira apparaît en posant pour Segal. Les deux artistes se trouvent dans l'atelier de ce dernier, comme en témoigne la présence d'œuvres de l'artiste lituanien, figées dans le cadre de son processus créatif. Cette photographie appartenait à Lucy City Ferreira et fait désormais partie du fonds qui porte son nom, hommage, dédié à la préservation de l'œuvre et de la mémoire de Lazare Segal. Cette scène d'atelier constituera donc le point de départ d'une réflexion visant également à intégrer certains documents et œuvres issus de ce fonds afin de découvrir ou redécouvrir la carrière de l'artiste et ses multiples facettes, celle d'artiste plasticienne, mais aussi ses autres talents, tels que celui de musicienne ou encore son rôle de modèle. Ces trois axes seront ainsi au cœur de cette discussion. Dans un premier moment, nous discuterons son activité d'artiste peintre, ensuite ses liens avec la musique et enfin son rôle de modèle. Le registre de Hildegard Rosenthal que nous voyons à présent et relève l'accès privilégié qu'avait la photographe aux ateliers d'artistes immigrés à Sao Paulo, tels que Lazare Segal. De manière générale, les photographies réalisées par Rosenthal soulignent les facettes créatives de Segal qui, comme le signale Héloïse Costa, semblent se confondre corporellement avec ses créations. Si nous revenons à Lazare Segal avec Lucy City Ferreira, nous y voyons non seulement les objets typiques de l'espace professionnel, mais aussi ses réalisations. En plus de l'œuvre en cours, on distingue des sculptures et d'autres pièces accrochées au mur de l'atelier en arrière-plan. City Ferreira, quant à elle, est capturée dans une pose qui servira de base à la composition de l'œuvre visible sur la toile. Pourtant, bien qu'elle soit le modèle de son collègue, City Ferreira révèle une autre facette, celle sur laquelle nous allons à présent nous attarder, celle d'artiste. Je vous invite à observer ces vêtements. Il s'agit d'une blouse de peintre, semblable à celle que Segal porte sur la photographie réalisée par Hildegard Rosenthal. Ce détail nous permet de nuancer l'image du modèle. Remarquez également l'ourlet de la blouse. On y distingue des traces de peinture. Si les vêtements de l'artiste ne sont pas centraux dans la création de l'œuvre de Segal, ils s'avèrent pourtant significatifs pour nous qui cherchons à savoir davantage sur ce personnage. Dès lors, nous pouvons nous demander que nous révèle cette tache de peinture. Avant d'être modèle pour Segal, City Ferreira était avant tout une artiste. Née à Sao Paulo en 1911, elle part vivre avec sa famille en Italie à l'âge de 6 mois, puis s'installe en 1922 au Havre, où elle a étudié de 1930 à 1932 à l'École régionale de beaux-arts. Sa vie d'artiste débute ainsi dans le milieu havrais, où elle bénéficie d'une certaine attention de la presse locale, qui lui prédit une carrière prometteuse et salue son talent de peintre. Encouragée par André Chapuis, directeur de l'établissement et son professeur de peinture, elle poursuit ses études à l'École de beaux-arts de Paris, où, entre 1932 et 1934, elle participe à plusieurs expositions collectives. En 1935, elle s'installe à Sao Paulo, où elle vit 12 ans avant de revenir définitivement à Paris après la guerre en 1947. À Sao Paulo, City Ferreira cherche à entrer en contact avec Mário de Andrade, poète, romancier, musicologue, critique d'art et figure majeure du mouvement moderniste brésilien.
Ce dernier, connaisseur et défenseur de l'œuvre de Segal, décèle dans la palette de Siti Ferreira des résonances avec celles du peintre. Par son intermédiaire, en 1935, Segal, accompagné du critique d'art Gerardo Ferraz, rencontre l'artiste dans son atelier dans le quartier du Cambuci à São Paulo. Ils entament alors une collaboration qui durera jusqu'en 1957, année du décès de Segal. Cette collaboration, bien que fructueuse, a également contribué à façonner la manière dont son œuvre a été perçue par la critique de l'époque. Malgré sa formation dans des établissements reconnus, les prix qu'elle a obtenus, ainsi que son activité d'artiste de professeur, son travail a souvent été considéré comme un prolongement de celui de Segal. Au point que Siti Ferreira a été réduite par la critique à la figure d'élève et du modèle du peintre. Sa production peut être envisagée selon deux axes principaux. Une veine figurative qui, bien qu'elle traverse l'ensemble de sa carrière, est particulièrement affirmée depuis ses débuts jusqu'aux années 50. C'est à cette période que remontent ses natures mortes les plus accomplies, lesquelles, comme le souligne Fernanda Pita et Ana Paula Cavalcanti Simeoni, révèlent son intérêt pour la solidité et la matérialité des objets, écho des présupposés cézanniens. Cette période comprend également plusieurs autoportraits qui mettent en avant sa facette d'artiste peintre. Peintre dans l'atelier, réalisé au Brésil, la représente pieds nus au sein de l'espace de travail, entourée des objets de son métier. Pinceau, toile, peinture, ainsi que vêtue de sa blouse de peintre. Une photographie anonyme présente dans son album photographique à la Pinacoteca do Estado de São Paulo contribue également à renforcer cette atmosphère créative. Bien qu'elle travaillait parfois dans l'atelier de Segal, Siti Ferreira disposait de son propre espace de travail. Si la figure humaine domine les 3 premières décennies de sa production, à partir des années 50, Siti Ferreira explore d'autres matériaux. La toile cède la place au papier, l'huile à l'aquarelle et au crayon de couleur. Ces choix accompagnent son intérêt croissant pour le paysage et l'intégration de matières organiques. Dans Paysage, elle superpose des couches colorées pour récomposer la troposphère et la lithosphère. Un arbre nu se dresse au centre, flanqué d'une végétation ascendante, dans une composition nourrie par son expérience de la gravure. Ainsi, des touches blanches et sinueuses évoquent les sillons tracés sur ces matrices, dont l'une est conservée à la Pinacoteca du Estado de São Paulo, aux côtés des 2 gravures de 1951. Ce motif parcourt toute son œuvre après le retour de Siti Ferreira en France, confirmant son importance dans sa production. Cela dit, je vous invite de passer alors à la deuxième étape de cette réflexion, et pour cela, de revenir à la photographie de Hildegard Rosenthal. Comme nous l'avons vu, les taches visibles sur la blouse de peinture complexifient le personnage de Siti Ferreira, lui conférant également le statut de créatrice. Arrêtons-nous à présent sur un autre élément susceptible d'éclairer davantage la compréhension de son parcours et de sa production, l'accordéon. Bien que nous disposons de peu d'informations sur la formation musicale de Siti Ferreira, l'ensemble de son œuvre témoigne de l'importance de son intérêt pour cet univers. Dans leur article intitulé « Relations de genre dans les autoportraits de Lucie Siti Ferreira », Héloïse Costa et Sofia Faustino avancent que l'accordéon, représenté dans l'œuvre de l'artiste, peut être interprété comme une métonymie illustrant son lien avec la musique. Autodidacte dès son plus jeune âge, l'artiste jouait de l'accordéon, de la guitare et du piano. Plus qu'un simple accessoire, l'accordéon est étroitement lié à l'identité de Siti Ferreira et apparaît dans plusieurs de ses autoportraits. 2 clichés datant de 1935 la présentent comme musicienne et inscrivent sa pratique musicale dans un cadre collectif et féminin. Ces images, conservées dans son album photographique qu'elle a elle-même organisé, nous offrent un aperçu plus large de son expérience à l'École de Beaux-Arts de Paris, entre 1932 et 1934. Bien que les personnes figurant sur cette photo n'aient pas pu être identifiées, elles témoignent des liens tissés par Siti Ferreira au cours de sa formation, ainsi que des activités qu'elle menait en dehors du cadre académique. Engagée dans la pratique musicale, elle y occupe un rôle central
insufflant du mouvement à la scène, entouré de ses camarades qui dansent autour de son accordéon. L'instrument en tant que symbole musical est revendiqué par Siti Ferreira lorsqu'il s'agit de projeter son image en tant qu'artiste peintre, montrant ainsi son désir d'être reconnu pour ses divers talents. La photo choisie par l'artiste pour le 3e salon de mai à Sao Paulo en est la preuve. Son choix illustre comment elle utilisait l'accordéon, non seulement dans son art, mais aussi comme une partie de son identité artistique publique. La revue de cette édition a consacré ses dernières pages à la présentation des photographies d'artistes impliqués dans l'événement. Concernant la représentation des artistes femmes numériquement sous-représentées, il est intéressant de noter les stratégies de 3 d'entre elles. Tarsila do Amaral se présente entourée d'une pile de livres et d'œuvres d'art, tandis que Elizabeth Knobling et Yolanda Morali sont photographiées en pleine création, plongées dans leur processus artistique. Siti Ferreira, pour sa part, choisit une photographie où on la voit jouer de l'accordéon. Patricia Mayayo, dans son article Maruja Mayo, le portrait photographique et l'invention de soi dans l'avant-garde espagnole, analyse comment Maruja Mayo a utilisé la photographie pour brouiller les frontières entre artistes et modèles, devenant l'incarnation vivante de son travail. De même, comme l'a souligné Ana Paula Cavalcante Simeone, Tarsila do Amaral s'est servi de la photographie pour effacer les frontières entre créature et créatrice, et ainsi élaborer et diffuser une image publique de soi. La mise en scène photographique de Siti Ferreira participe d'une stratégie similaire. Elle utilise consciemment ce médium pour façonner, comme le suggère Maya ou Simeone, une image publique. Celle-ci révèle, à travers l'usage récurrent de l'accordéon, son lien avec la musique, mais aussi avec la peinture, comme en témoigne la blouse de peintre présente dans la photographie de Müller-Carayoba, que dans son autoportrait peintre dans l'atelier. Ainsi, les dialogues que l'artiste établit entre photographie et peinture s'inscrivent dans la logique évoquée par Maya et Simeone à propos d'autres artistes femmes, l'effacement de frontières entre vie et œuvre, créature et créatrice. En transposant l'image de soi, son image de musicienne sur la toile, et vice-versa, Siti Ferreira construit une identité publique, celle d'un artiste pluriel, oscillant entre musique et peinture. Si ces photographies soulignent l'importance de la musique dans la vie de l'artiste, elles offrent également des indices sur sa pratique picturale. Sur le plan plastique, dès le début de sa carrière, Siti Ferreira intègre l'accordéon dans ses œuvres, comme le montre sa toile éponyme de 1930. Elle continuera à retravailler cet instrument dans sa peinture. Toutefois, au fil des années, elle cherchera à repousser les limites de son œuvre, modifiant ses formes et sa palette. Par ses évolutions plastiques, Siti Ferreira relie l'univers musical à celui de l'atelier. Revenons à l'œuvre peintre dans l'atelier. Outre les objets de travail de l'artiste, comme nous l'avons souligné précédemment, l'accordéon figure au bas de la composition. Bien que l'ensemble du tableau soit marqué par des tons terreux, l'instrument conserve des traces verdâtres et bleuâtres, faisant écho à la composition de 1930. Il s'agit du même accordéon, vert, que l'artiste aurait apporté avec elle au Brésil lors de son retour en 1935. Donc vous le voyez dans les 3 tableaux. Poursuivant son exploration de ce motif, elle remodèle l'instrument, confirmant son détachement d'une palette vive et l'abandon des jeux de lumière présents dans l'œuvre de 1930. Ainsi, Nature morte de 1937 place l'accordéon au premier plan. Ces évolutions redéfinissent non seulement l'utilisation de l'accordéon dans ses œuvres, mais traduisent également une évolution plus large de sa démarche artistique. L'instrument en tant qu'élément plastique met en évidence l'originalité de la pratique de Siti Ferreira. Il apparaît fréquemment dans ses natures mortes, ses autoportraits et ses portraits de femmes. L'accordéon devient un symbole dans son œuvre, mais sa collaboration avec Lazare Segal montre aussi comment son exploration musicale a imprégné l'art de ses contemporains. Pendant les 12 années de collaboration avec le peintre lituanien, Siti Ferreira était pleinement consciente de l'influence qu'elle exerçait sur son travail. Une lettre adressée à Segal le 9 janvier 1949
témoigne de l'influence de Siti Ferreira sur l'œuvre de son collègue. Je cite, « J'attends sans faute des reproductions, ainsi que de tous les nouveaux tableaux. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression, d'après la reproduction de l'œuvre exorde, qu'il y a plus de simplicité dans la touche. Est-ce juste ? C'est-à-dire, pas comme le navire des migrants, mais plutôt se rapprochant de mon petit tableau, cette femme avec le cavalier de dos. » Petite parenthèse, la correspondance entamée entre les artistes, elle était faite en français. Donc, il y a plus de 10 ans de correspondance, et la langue d'échange entre eux, c'était la langue française. On constate ainsi, dans l'œuvre de Segal, une multiplication de motifs liés à la musique, remontant à leur période de collaboration. Ces tableaux présentent fréquemment l'accordéon et la guitare, instruments de prédilection de Siti Ferreira, associés à des figures féminines solitaires, comme le démontrent les reproductions dans le numéro de Revista Académica dédié aux peintres, présent dans le fond documentaire du Mage. Là, vous voyez les 12 accordéons sur cette publication. Il est donc possible que l'interaction entre les deux artistes ait également orienté Segal vers le thème de la musique. Passons maintenant à notre troisième et dernier point, où je souhaiterais aborder le rôle que l'artiste a joué en tant que modèle. Pour ce faire, revenons encore une fois à la photographie de Hildegard Rosenthal. Le portrait met en avant l'accordéon, soulignant ainsi l'intérêt constant de Segal pour la pratique musicale de sa collègue. Cette photographie interroge le mythe de la musique dans l'atelier, tel que formulé par Vasari à propos de Léonard da Vinci, peignant la Joconde. Dans son article « Du pouvoir de la musique dans l'atelier », Sarah Acide montre que, pour da Vinci, la peinture permet d'intégrer la musique au processus créatif, à la différence de la sculpture. Dans cette perspective, la représentation récurrente de Siti Ferreira en tant que musicienne, capturée en action, positionne la musique comme un élément constitutif du processus de création artistique dans le cadre de l'atelier. Siti Ferreira a été le modèle préféré de Segal. Un thème que Louise Costa et Sofia Faustino décrivent comme quasiment obsessionnel. Pendant leurs années de collaboration au Brésil, Segal a réalisé des dessins, des peintures à huile et des sculptures de l'artiste. Certaines œuvres de la collection du Mage en témoignent, comme le tableau sur l'affiche de ce cycle de conférences, ou encore une série de dessins et la sculpture Tête de Lucie. Bien que les portraits réalisés par Segal soient plus nombreux, Siti Ferreira a également peint et photographié Segal. Le fait qu'ils se soient mutuellement représentés témoigne de la proximité créative et des collaborations entre les deux peintres. Cependant, malgré ces échanges et la formation de Siti Ferreira, l'image qui s'est imposée d'elle fut celle de modèle et d'élève du peintre. Dans une lettre adressée à Segal en 1947, elle lui écrit, je cite, « Je vais de la préfecture au consulat du Brésil, où l'on m'a reconnue grâce au portrait de Segal. Et l'on m'a demandé si c'était moi qui avais posé pour vous. » Cet extrait épistolaire, ce n'est pas simplement une anecdote sur la vie quotidienne de l'artiste dans le Paris de l'après-guerre, mais reflète l'image persistante de Siti Ferreira en tant que modèle, davantage reconnue à travers les portraits réalisés par son collègue. Les portraits de Siti Ferreira, réalisés par Segal, nombreux, mettent en lumière le thème de la musique. L'un des dessins offerts par Siti Ferreira au Mage, intitulé « Lucie main sur l'accordéon », illustre l'intérêt de Segal pour les gestes et la pratique musicale de l'artiste, offrant ainsi une étude détaillée de ces deux mains, dont l'une repose sur les touches de l'accordéon. Cette mise en scène musicale dans l'atelier s'inscrit dans un contexte plus large, où les rôles attribués aux individus reflètent des constructions sociales et artistiques. Les positions de Siti Ferreira et Segal, modèle et peintre, renforcent les divisions de genre et renvoient à l'idée du créateur masculin et de la muse. Il n'est donc guère surprenant que, plusieurs années plus tard, dans le cadre de la vente frauduleuse d'une série de peintures de Siti Ferreira, vendues à tort comme des œuvres de Segal, cette photographie ait fait la une des journaux locaux. Revenons donc à l'anecdote avec laquelle j'ai ouvert notre discussion, celle de la vente frauduleuse des œuvres de l'artiste. Le parcours de ces peintures reste incertain. À son retour à Paris, elle laissa une partie de sa production au Brésil
au Brésil. En 1969, confrontée à la mise aux enchères de ces toiles, elle engage une procédure judiciaire pour tenter de les récupérer. En 1978, la Cour suprême brésilienne reconnaît la bonne foi des acheteurs et rejette sa demande. En 1986, un contrat avec un marchand prévoyait un partage de 50% sur la vente de ses œuvres. Ces cas de fausse attribution rappellent les réflexions de Whitney Chadwick. L'auteur aborde l'épisode où les œuvres de Judith Leister furent attribuées à Franz Haus, illustrant la facilité avec laquelle le travail d'une artiste femme peut être dévalorisé ou réattribué dans un marché de l'art qui privilégie les artistes masculins. Cette réflexion trouve écho particulier dans le cas de Siti Ferreira. En raison de la ressemblance stylistique apparente, bien que les deux artistes aient utilisé des peintures et une palette de couleurs similaires, Siti Ferreira, explorant toutefois des thèmes différents, son travail a été perçu comme inférieur, ce qui a conduit à des valeurs marchandes bien inférieures à celles des œuvres de Segal. Ainsi, le titre de presse mis en relation avec la photographie met en évidence la position subordonnée de Siti Ferreira par rapport à Segal. De plus, le titre associé à l'image prive la peintre de son potentiel créatif et souligne l'incompatibilité présumée entre le rôle de modèle et de créatrice. Comme nous l'avons déjà souligné, l'usage de la photographie au cours de la carrière de l'artiste a brouillé les frontières entre la vie et l'œuvre, le sujet et l'objet. D'une part, Siti Ferreira s'est représentée comme accordéoniste et a créé des mises en scène photographiques en la montrant en train de jouer de l'accordéon. D'autre part, l'appropriation de cet aspect musical par Segal témoigne non seulement de son intérêt pour cette pratique, mais contribue aussi à estomper les frontières entre création artistique et dimension biographique de l'artiste. Dans cette photographie, bien que Siti Ferreira soit présente comme musicienne, ses vêtements, une blouse de peintre tachée de peinture, ajoutent une complexité à sa représentation. Elle se révèle ainsi non seulement comme un objet du regard, mais aussi comme un sujet actif, à la fois peintre et musicienne, brouillant encore davantage les frontières entre création et représentation, sujet et objet. Finalement, il convient de souligner la gentilité de Siti Ferreira au cours du processus de circulation et d'institutionnalisation de l'œuvre de son collègue. Le fonds Lucie Siti Ferreira, don réalisé par l'artiste au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, est aujourd'hui la plus grande collection consacrée à l'œuvre de Segal en Europe. En plus de marquer l'entrée de Segal dans les espaces institutionnels, ce don engendre paradoxalement deux effets. D'une part, comme le souligne Julie Verlaine, il accorde visibilité et notoriété à une artiste femme, dans ce cas Siti Ferreira, en l'inscrivant dans le monde muséal. D'autre part, il la place dans une dynamique appelée par Séverine Sofio de concurrence mémorielle, un phénomène qu'elle a elle-même contribué à créer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux magnifiques présentations qui nous éclairent effectivement beaucoup sur la personnalité de Lucie Siti Ferreira, qu'on connaît ici plutôt comme la donatrice du fonds, hein, et au fond qui est dans l'ombre de Segal, vous l'avez tout à fait relevé. Alors, pour ceux qui ne savent rien, quelles étaient leurs relations ? Parce que vous la présentez comme une collègue. Oui. Personnellement, moi, j'avais raté l'exposition, et dans mon esprit, elle était une muse et une maîtresse. Est-ce que c'est une pure fiction Alors, déjà, elles avaient une relation très proche, une relation de proximité vraiment, intellectuelle, de création, créative. Et effectivement, elle a été sa modèle. Quant aux autres affaires, peut-être que non. On ne saura jamais, ou peut-être pas. Mais ce qui m'intéresse, en fait, dans cette proximité, c'est la possibilité de pouvoir voir la trajectoire de Lucie en elle-même, mais pas que ça. La correspondance et cette intimité qui est présente dans la correspondance, ici je parle d'une proximité et intimité intellectuelle et créative, elle me permet aussi de dresser un portrait de la scène brésilienne de l'époque, dans le Paris de l'après-guerre. Mais elle me permet aussi de comprendre une circulation transnationale,
soit de matériel, puisque Lucie City Ferreira, elle était aussi la personne qui l'a envoyé de térébenthine, des pinceaux, des peintures. Aussi une circulation transnationale d'informations, catalogues, la presse, des lettres. Donc ici, au MAGE, par exemple, le fonds, que vous avez le fonds documentaire, vous avez probablement, je ne sais pas combien de vous ont eu l'opportunité d'examiner ces fonds, mais vous avez beaucoup de documents en portugais. Ces documents, ils sont arrivés ici à travers Segal. Donc cela démontre en fait cette proximité, et c'est cette proximité qui m'intéresse là pour dresser ce portrait de cet artiste autonome et qui avait vraiment une capacité de créer, une capacité de penser à son quotidien, d'examiner, de pouvoir faire partie de la scène artistique de l'époque. Cela a démontré à travers ces partages de documents, d'idées, un partage créatif. Ils utilisaient les mêmes palettes. Et oui, donc elle a été sa modèle, mais elle a été avant tout une artiste. Et je pense que c'est ces fragments-là qui m'intéressent pour composer ce récit et faire apparaître l'artiste qu'elle est. Je voulais juste ajouter, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans cette amitié, dans ces échanges, c'est que ça, comme ils étaient chacun dans un pays, quelqu'un comme Nérien, mais qui d'autres veulent étudier, a la chance que cette proximité et cette distance physique a produit des documents. Et donc on peut retracer l'activité des deux, les échanges, c'est sur quoi ils parlent, c'est à quoi ils pensent, l'un par rapport à l'autre, mais aussi Lucie City Ferreira qui raconte à Segal ce qu'elle vit ici, quel est le milieu artistique, et parle du milieu artistique de São Paulo, demande des nouvelles. Grâce à cette distance et à cette amitié qui a duré 2 décennies, il y a un ensemble très important d'une correspondance constante et d'échanges qui permet de retracer beaucoup de choses qui auraient été totalement invisibles autrement. Et je trouve que c'est vraiment une richesse unique qui est sorti de cette amitié transnationale. C'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, le travail que vous avez réalisé vraiment permet d'éclairer le fond. Pour nous, c'est formidablement précieux et je crois qu'on doit vous exprimer toute notre gratitude. Là, évidemment, l'éclairage que vous faites à partir de cette tâche sur le tablier de peintre de la photographie que vous avez montrée est formidable. C'est comment un indice permet à partir d'un indice, comment on tire toute une réalité qui est une réalité sinon qui nous échappe en partie. Alors il y a peut-être il y a peut-être des questions tout simplement dans la salle. J'ai pris la parole pour lancer les questions, mais... C'est juste pour savoir, au Brésil, elle a eu un petit succès, elle a été exposée ou pas du tout, elle a été ignorée de son vivant. Vous pouvez me préciser ça? Oui, bien sûr. Alors, je pense que la période de plus grand succès qu'elle a connue dans sa vie, c'était vraiment au Brésil. Donc après son retour en France, elle a réalisé des expositions collectives. Donc elle a été dans la Maison de l'Amérique latine, par exemple, mais aussi dans des galeries, notamment la galerie Jeanne Bucher, aux côtés de Roberta González, qui avait une salle au Pompidou, à Beaubourg. Mais au Brésil, elle a réalisé des expositions individuelles, aussi grâce au réseau qu'elle peut avoir accès à travers Segal. Et oui, donc elle a connu un certain succès pendant cette période, mais après elle tombe complètement dans l'oubli. Et c'est grâce au fonds maintenant qui existe à la Pinacothèque de l'État de São Paulo, qui nous est arrivé dans les années 2012-13, qu'on peut revenir sur son œuvre. Et là, elle va avoir sa plus grande rétrospective en 2013. Donc, c'est un artiste qui n'a pas vraiment d'études biographiques, monographiques là-dessus. Ça commence. À part moi, il y a une autre jeune chercheuse au Brésil qui travaille là-dessus aussi. Mais sinon, il n'y a presque pas d'études. Ouais. Elle est tombée dans l'oubli aussi quand l'art est devenu abstraite et qu'elle continuait dans le figuratisme aussi. Il y a ça. C'est là, ça. Elle a perdu toute la place. Oh, pardon. J'ai dit qu'elle est tombée dans l'oubli après la guerre, quand l'art brésilien est devenu abstraite, constructive, et elle n'était plus du tout dans l'avant-garde, et elle est restant dans le figuratisme. Elle a perdu toute la place, en fait. Il y a eu ça aussi. Il y a eu ces changements radicaux. Il y a eu tout un groupe de constructivistes, d'abstractionnistes au Brésil, et elle est restée. Elle insistait dans le figuratisme, et elle est restée derrière, en fait. C'est ça, effectivement. Donc, après la question de genre, il y a aussi la question de choix du langage qui peut jouer aussi sur la consécration ou pas d'un artiste.
Donc, et c'est grâce à travers ces correspondances dont la professeure parlait tout à l'heure qu'on peut avoir en fait une idée de ce qu'elle pensait sur le langage courant de l'époque. Et là, on voit qu'elle a une pensée sur ça. Donc, les artistes, ils font des choix. Et elle a fait le sien de se garder dans l'art figuratif. Et donc, ça joue aussi sur la circulation de son œuvre. Juste pour bien redonner le cadre chronologique, vous pouvez nous redire très sommairement quelles sont les périodes françaises et brésiliennes de l'un et de l'autre artiste? Oui, c'était un peu implicite dans vos, oui. dans vos présentations respectives, mais on est moins familier de... Segal, il a passé 4 ans en France, de 1928 à 1932. Après, pour des raisons personnelles, il a rentré au bon moment, mais ça, on a su qu'après, et il n'est plus venu en Europe. Et, quand vous dites qu'il est rentré, c'est au Brésil, hein? Oui, il était déjà marié, il avait un premier enfant qui est né en France, et le deuxième est né au retour au Brésil, mais après le nazisme est arrivé, l'occupation, et il n'est plus du tout venu en France, et même pas après la guerre. D'accord. Et Lucie, de son côté? Alors pour Lucie, elle a passé 12 ans au Brésil, donc c'était entre 1935 et 1947. Après ça, elle va revenir en Europe définitivement jusqu'à sa mort. Elle va venir au Brésil pour des expositions qu'elle va réaliser, mais ça sera plus tard, après le décès de Segal en 1957. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Elle est née au Brésil, mais sa plus grande expérience au Brésil, elle arrive entre 1935 et 1947. Qu'est-ce qui explique ce choix de la France? Pardon? Qu'est-ce qui explique ce choix de la France? C'était familier, donc sa famille, ils étaient des Italiens, donc ils sont venus, ils sont rentrés. Elle a passé par le Havre, et puis elle est venue à Paris. Elle avait de la famille ici en Europe, et avec, dans cette période entre-guerres, elle part au Brésil. Et le choix du Havre, dans un premier temps, c'est un choix familial parce qu'elle a de la famille au Havre. C'était un choix, je pense que c'était un choix familial. Elle n'a pas de la famille, d'après les infos que j'ai. Je n'ai pas trouvé trace de la famille dans le réseau familial là-dedans, dans cette région. Je pense que c'était peut-être professionnel pour les parents, mais elle a étudié à l'école de Beaux-Arts du Havre, elle a fait ses études là-bas. Et ensuite, elle vient à Paris avec le soutien de sa famille. Ses parents, ils étaient d'accord, elle la soutenait dans ce projet. Et c'est ça. Les photos où elle joue de l'accordéon assise au pied de tout un groupe d'étudiants, c'est à l'école des Beaux-Arts à Paris? C'est ça. Donc à ce moment-là, à l'école de Beaux-Arts, il y avait aussi d'autres activités en dehors des cours. Et ces photographies datent de cette époque. Donc on ne peut pas identifier les acteurs, les actrices plutôt dans ces photos, mais on sait que ce sont des femmes qui probablement prenaient des cours avec elle et qui avaient ces activités en dehors du cadre d'enseignement de l'école de Beaux-Arts. Ça serait très intéressant d'arriver à creuser quel était ce milieu, quels sont les protagonistes de la photographie. Tout à fait, oui. Mais je n'ai pas encore d'infos. Mais c'est complexe. Oui, c'est ça. Vous avez un soutien à l'école des Beaux-Arts de ce point de vue-là ou Alors, j'étais aux archives. Les archives, ils sont disponibles dans les archives nationales. Donc, j'ai pu consulter les documents. Mais aussi, ces photos-là, elles sont au Brésil, dans le fond, Lucy City Ferreira, à la Pinacoteca do Estado de São Paulo. Donc, c'est de là où proviennent ces photographies. Ça recoupe des recherches que d'autres chercheurs mènent sur d'autres artistes qui ont pu passer dans cette période-là à l'école des Beaux-Arts. Je pense notamment à Sonia Steinschapir, qui est exposée actuellement dans les combles du musée, dans la présentation Nouvelle Venue. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Oui, bonjour. Fabuleux. J'avoue que j'étais venue pour écouter Segal sans savoir qu'il y avait cet échange. Je ne sais pas si vous avez parlé donc d'un don à la Pinacothèque de Sao Paulo en 2013. Donc simplement pour savoir comment ce don est arrivé hommage entre guillemets, puisque j'apprends aussi qu'il y a un fonds hommage, et également à Sao Paulo. C'est-à-dire pour moi, c'est peut-être deux sources différentes. Enfin, oui. Voilà, merci. Alors, merci. En tout cas, merci pour cette découverte en ce qui me concerne. Oui. Alors, ce sont deux fonds différents. Le fonds qui a ici hommage, il est dédié exclusivement à la mémoire de Segal. Donc, vous avez vu certaines de peintures qui ont été montrées par la professeure. Elles sont ici hommage. C'est quelque chose qu'on pourrait trouver ici au musée.
Puis après, ce qui est à la Pinacothèque de l'État de Sao Paulo, ça concerne exclusivement Lucie, puisque Lucie étant pas une artiste juive, donc institutionnellement, je pense que ça posait des problèmes. Et donc ces fonds, tous ces documents, toutes ces peintures, tous ces journaux, les photographies, elles sont au Brésil. Et en fond consacré à elle. On a eu une exposition en 2013 à partir de l'organisation de ce fonds. L'exposition et ce travail d'organisation du fonds, elle était organisée par une commissaire qui s'appelle Regina Teixeira de Barros. Elle a fait un grand travail là-dessus et c'est grâce à elle qu'on a la grande rétrospective aussi et les premiers textes autour de l'œuvre de Lucie City Ferreira. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Dans la correspondance des deux artistes, est-ce que ces artistes ont évoqué la guerre? C'était la correspondance la plus, on va dire, le plus nombreux. La correspondance qu'on a, les plus nombreuses, elle arrive justement après la guerre. Donc, ce qu'on a dans des mentions à propos de la guerre dans la correspondance, c'est du moment de l'après-guerre. Donc, les difficultés d'accès à des matériaux, des peintures, des toiles. On va parler aussi de la précarité matérielle dans tous les sens, vestimentaire, alimentaire. Donc, c'est ce genre de mentions qu'on a. On a des petites réflexions, mais ça arrive après la guerre. Donc, ce qu'ils pensaient à ce moment-là, pendant la guerre, on n'a pas accès malheureusement. Parce qu'ils étaient à Sao Paulo, donc il n'y avait pas besoin des lettres. Ils habitaient dans la même ville, ils échangeaient, ils travaillaient dans des ateliers l'un à côté de l'autre. Donc cette correspondance à partir de 1947 va parler de ce moment après-guerre et aussi de la scène artistique à Paris du moment après-guerre. Ils n'évoquent pas ils n'ont pas de réflexion profonde sur la guerre. Ça a l'air de leur passer par-dessus la tête. Non, mais c'est parce que la correspondance ne comprend pas cette période. En 1935, elle est au Brésil. Donc la correspondance, il faut qu'elle soit en France. Quand elle est au Brésil, ils sont dans la même ville et ils se parlent directement. Donc l'intérêt de la correspondance, c'est quand elle est ici et lui là-bas, mais c'est après la guerre. Et puis le thème de la guerre, elle est centrale pour Segal. Dans les peintures qu'on a pu voir, c'est quelque chose d'assez présent. C'est pour ça que je m'interrogeais la chose. Il y avait une opposition entre ce silence et... Voilà. Je comprends mieux. Merci. Ah, de rien. Avec plaisir. Voilà, bonjour, moi j'ai travaillé au musée en 2000 quand on avait fait donc l'exposition des œuvres de Lazare Segal. Et un jour, en descendant à la billetterie, j'ai croisé une petite dame qui avait, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'allure. C'était donc Lucie. Et Lucie a sympathisé avec l'équipe du musée, nous a fait confiance, nous a ouvert sa maison, nous a ouvert tous les portfolios qu'elle avait. Et petit à petit, je pense qu'on a gagné sa confiance. Et un jour, elle nous a exprimé le souhait qu'elle avait d'offrir au musée toutes les œuvres de Lazare Segal, en insistant sur le fait qu'elle était heureuse qu'il puisse enfin regagner sa maison. Parce qu'elle pensait que la place de Lazare Segal, c'était au musée juif de Paris. Voilà, je voulais juste apporter ce petit éclairage. Merci. Alors, Marie-Josée, c'était une rencontre très importante pour moi ici et à Paris. Donc, évidemment, j'ai eu accès à beaucoup d'informations et autres grâce à sa générosité qui m'a accueilli ici au musée, mais aussi en dehors pour discuter l'œuvre de Lucie. Donc, je pense que je devrais aussi la remercier publiquement. Merci beaucoup. Et c'est grâce à elle aussi qu'on a ce qu'on a au Brésil, parce qu'elle était un pont important entre les locuteurs brésiliens. Je veux juste rajouter que donc c'était Marcelo Araújo qui était le commissaire de l'exposition en 2000 au musée, qui était une adaptation d'une exposition qui avait été montrée une première fois à Chicago, et qu'ensuite Marcelo est devenu directeur de la Pinacothèque de São Paulo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et qu'il avait un lien il avait beaucoup d'affection pour Lucie. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il avait accepté tout le don de son œuvre. Oui, c'est ça, effectivement. Merci Marie-Jo Spinoza pour ce témoignage, donc c'est précieux. Est-ce qu'on peut dire un mot du fonds Lazare Segal, combien ça représente de numéros et de quoi il est principalement constitué? Alors, je ne sais pas qui peut répondre.
Marie, en fait, c'est vous qui le connaissez le mieux. Non, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y avait 85 gravures, Oui, une douzaine de dessins. oui, Il y a les albums, La Douce, Souvenirs de Vilna. c'est ça. Il y a des sculpures et Il y a deux une sculptures. peinture à huile, je pense. Il y a la peinture que tu as montrée, Oui. le portrait de Lucie. 2 sculptures, les 3 têtes et Les la tête de 3 Lucie. têtes et la ouais. tête de Lucie. Je pense qu'en termes d'œuvres, ça doit être ça. Ouais. Oui, c'est ça. Après, il y a le fonds documentaire où vous retrouverez des catalogues d'exposition, des coupures de presse, des photos. Ce fonds-là, documentaire, il témoigne justement de la circulation transnationale d'œuvres, d'informations entre les deux. Il me semble qu'il y avait aussi des feuilles d'inventaire parce qu'elle expliquait qu'il n'y avait pas d'inventaire d'œuvres de Lazare Segal et donc c'est elle qui avait inventorié ses œuvres et elle avait créé un modèle de feuille d'inventaire dont elle nous avait donné un exemplaire. Ça, par Tu contre, l'as je pas, n'ai pas trouvé, non. Mais s'il existe, je serais intéressée. Je voulais dire à ce sujet que Segal était quelqu'un très jaloux de ses œuvres et comme il vivait une situation financière très confortable au Brésil, il se séparait très rarement de ce qu'il faisait. Et donc aujourd'hui, il y a le musée Lazare Segal dans la maison atelier où il vivait, qui a été donné à l'État brésilien par sa veuve après sa mort, qui est un endroit ravissant, où on peut voir beaucoup de choses parce qu'il s'en séparait vraiment très peu. Il n'avait pas besoin de vendre. Et il y a des témoignages d'amis qui disaient « Ah, il m'a appelé pour que je choisisse quelque chose, il voulait me faire cadeau. Et chaque fois que je choisissais quelque chose, il commençait à dire « Ah non, mais ça non, mais ah non ». Il créait des difficultés. Alors justement, moi, c'est une question que je voulais vous poser pour l'un et pour l'autre, qui est plutôt d'ordre sociologique qu'artistique. Mais de quoi vivait Lazare Segal? Vous avez évoqué ses liens avec les grands latifundiaires brésiliens, mais est-ce que c'est de là... Sa femme venait d'une famille qui s'était enrichie dans l'industrie du papier. Les Klabin sont une famille richissime et Louis, il est entré dans cette famille alors qu'il vivait en Allemagne les dernières années dans une situation très contraignante. À une période, il a commencé à répandre en noir ses toiles pour profiter des toiles et répandre par-dessus. Donc il y a des choses qui ont été perdues parce qu'il n'avait plus l'argent pour acheter son matériel. Juste avant son immigration au Brésil. Et là, quand il se sépare de sa femme allemande, il s'est marié avec Jenny Klabin, sa situation change complètement. Et il rentre dans une famille où il peut travailler sans se soucier de rien. Et donc, j'ai dit ça pour dire que le fonds qui existe ici des œuvres de Segal, en dehors du musée Lazare Segal à São Paulo, c'est quelque chose d'unique. Parce que justement, Louis se séparait très rarement, mais Lucie en avait. À Lucie, il a fait des dons importants qu'elle a pu donner ici, ce qui est vraiment très, très rare. Donc on lui est doublement redevable. Sur la base de données du musée, ça représente 129 items. Je dis items parce que ce n'est pas nécessairement 129 œuvres. Vous disiez tout à l'heure à peu près 80 gravures. Oui, c'est ça. Et alors, la situation économique de Lucie, qui elle, vit en France. Oui, alors c'est pas la même chose. Elle n'est pas aisée financièrement comme lui. Elle reçoit des aides du Brésil, notamment sa famille, mais aussi va avoir aussi un certain soutien financier de la part de Segal aussi. Lui, quand il vendait un portrait pour lequel elle posait, lui, il donnait de l'argent qui conférait à son travail là-dessus. Donc, elle n'a pas profité d'une vie si riche que lui, surtout dans sa période parisienne. Donc, c'est pas du tout la même chose. Elle a fait aussi des travaux en dehors du travail artistique. Elle a eu de petits travaux dans des librairies, des choses comme ça. C'est ça. Et elle s'est mariée aussi. Oui, c'est ça. Elle était une femme mariée aussi après. Merci. Oui, pour revenir à la notoriété de Lucie Sitti-Ferras, je sais pas, je fais des hypothèses, mais parce que par exemple, chez Tarsila, elle continue à être figurative et ça n'empêche pas qu'elle accède à une notoriété. Enfin, comment vous expliquez le fait qu'elle soit restée comme ça dans les marges bon, alors c'est peut-être, je sais pas, je fais une hypothèse qui est peut-être absurde, mais le fait qu'elle soit en France, ou d'une certaine manière,
il me semble que la scène artistique française était beaucoup plus, mettait moins les femmes en avant. On était encore à une période, je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais où les cours de dessin, de peinture sont pas mixtes. Oui. Hein, et où d'une certaine manière, les femmes sont toujours en retrait par rapport aux hommes. Alors évidemment, là, ce que tu as raconté, le fait qu'elle pose pour lui, qu'elle soit déjà de fait dans l'ombre de cette figure importante. Mais je sais pas, la qualité du travail est quand même réelle. Mhm. Et c'est vrai que on s'explique. Comment on explique ça? Le fait qu'elle soit pas encore, ça va peut-être venir, mais qu'elle reste encore dans une forme elle est inconnue, enfin, je dirais. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une très bonne question. Au Brésil, différemment des pays européens, comme en tout, les femmes artistes, elles occupent une place importante. Ce sont les études de Ana Paula Cavalcante-Simeone, il nous montre ça. Elle va appeler même de présence solaire. Donc, c'est le cas de Tarsila et de Anita Malfatti. Mais ça ne veut pas dire que ces artistes, elles ont connu de périodes... elles ont connu de haut et bas. Et c'est à partir des années 70 qu'on va avoir un gros intérêt sur les modernistes de ce premier temps. Donc, même dans l'œuvre de Tarsila, nous allons voir des périodes vraiment très bas où elle ne va pas vendre, elle ne va pas produire. Et cela va changer à partir des années 70. Donc, même ces femmes connaissent un peu ces nuances dans leur vente, dans la consécration, dans la circulation de leur travail. Dans le cas de Lucie, je pense qu'il y a le fait, évidemment, du lien avec Segal, qui a projeté un nombre durable sur sa production. Il y a aussi le choix artistique, puisque elle décide de rester figurative, et elle appartient pas du tout à ses premiers mouvements plus solides après 22, dans lesquels on va retrouver des noms comme Tarsila, Anita, entre autres. Et aussi, elle est loin des débats brésiliens. Donc, étant en France, elle va s'éloigner de ce réseau. Ses œuvres vont rester avec elle. Ici à Paris, une partie va rester gardée au Brésil. C'est cet ensemble dont on a parlé, de 80 œuvres qui ont été dans les mains des collectionneurs. Tout ça, c'est pas exposé, c'est gardé. Donc, elle ne circule pas vraiment. Donc, je pense que tout ça, ça joue sur le fait qu'elle ne soit pas connue. Et aussi la critique de l'époque qui l'a liée vraiment à Segal. Donc, sur Tarsila, on n'a pas cette présence masculine. Donc, il y a Oswald... Qui ne fait pas l'ombre. Qui ne fait pas vraiment l'ombre. Je pense qu'ils sont plutôt complémentaires dans un certain sens. Mais la question de l'atelier, c'est important parce qu'elle utilise l'atelier à la fois pour se bénéficier, l'atelier de Segal, pour se bénéficier de ce réseau et circuler. Donc, elle va accéder à des réseaux importants d'exposition, va réaliser des expositions aussi grâce à Segal. Mais en même temps que cet atelier permet la circulation de son œuvre, il va éclipser aussi sa production, puisqu'elle est toujours connectée à un nombre masculin de présence qui va finalement oblitérer un peu sa production. Et la critique de l'époque aussi, il a joué là-dedans. Et il faut dire aussi que Tarsila est restée figurative, mais que son prestige vient des œuvres des années 20 qui ont une importance cubiste. Ce qu'elle a fait après est laissé de côté. À chaque fois qu'on parle de Tarsila, on revient aux années 20. Après les années 30, c'est resté dans l'ombre de son œuvre. C'est pas du tout compté. À chaque fois qu'on pense à Tarsila, on pense dans ces années d'or, qui sont les années 20 où elle était cubiste, où elle a fait ses séjours en France. Et c'était quand même aussi une femme d'une très grande famille qui a su construire une image publique, alors qu'elle aussi n'était pas du tout une famille des élites traditionnelles, du café. Elle n'avait pas cette position sociale dont profitait Tarsila, clairement. Merci beaucoup. Ces questions de réception sont extrêmement complexes, de toute façon, et indépendamment, elles ne sont pas nécessairement liées au sexe des artistes. Il y a aussi des aberrations dans la réception comparée d'artistes masculins.
Mais ça, vous nous avez beaucoup éclairé. Je crois que c'était vraiment un échange très riche. Hein, vraiment, merci infiniment. La prochaine séance aura lieu le 20 mai prochain. Et là aussi, on reviendra sur une artiste femme qui, elle, est exposée actuellement, Charlotte Henschel, dans la présentation Nouvelle Venue, avec Priscilla Faugère, qui lui a consacré un petit ouvrage dont le musée est coéditeur. Merci en tout cas beaucoup à toutes les deux et nous l'espérons au 20 mai.